Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Félicien Kabuga, l'un des architectes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, est devant ce juge à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. Ces derniers s'est fait connaître en créant la tristement célèbre radio de Mille Collines. Mon collègue Gracien Akolimana a pu joindre l'un des responsables d'Ibuka pour connaître sa réaction. On accueille ce procès très impatiemment parce que ça faisait longtemps. Vous savez, il a fui la justice pendant 25 ans. Il a utilisé sa fortune parce que c'était un homme riche ici au Rwanda. Il a utilisé sa fortune pour fuir la justice. Et fin de fin, il a été appréhendé en France, je pense il y a 2 ans si je m'abuse. Alors, jusque-là, ils ont continué à essayer de fuir la justice comme il avait commencé. Mais en fait, en utilisant, en soi-disant qu'il est malade et son âge avancé, donc l'objectif est le seul, c'est pour mourir tout en étant présumé innocent. C'est ce que je veux dire. Alors, donc on accueille ce jour avec impatience. On va suivre de près le procès et on espère que quand il va commencer son procès, on va avoir quelques informations qui pourront nous aider peut-être dans d'autres procès des présumés génocidaires qui sont libres dans des pays en Europe, en France, en Belgique, mais même aussi dans des pays africains ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc ça va vraiment nous aider à poursuivre ces présumés génocidaires. En fait, Kabuga Félicien, quand on parle du génocide perpétré contre les Tutsis, on ne peut pas ignorer son nom. Le nom de Kabuga vient souvent quand on parle du génocide perpétré contre les Tutsis. Pourquoi? Parce que Kabuga Félicien, il faisait partie du noyau, du groupe, du cerveau qui a préparé le génocide contre les Tutsis, qui a exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après le génocide, quand le FPR a stoppé le génocide, il a directement fui. Comme je l'ai dit, il a fui, il a continué à utiliser sa fortune pour ne pas être appréhendé. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très connu. On ne peut pas le séparer avec le génocide contre les Tutsis. Alors, quelle image faites-vous ou l'analyse que vous faites de ce procès qui va se dérouler à La Haye? Donc, d'après vous, est-ce qu'il serait important que ce procès se déroule à La Haye? Bah, on avait souhaité qu'il soit extradé au Rwanda. C'était notre premier souhait. Mais vous savez, quelquefois, la politique s'y mêle. Je pense que, justement, avec son nom, avec sa fortune, il a pu peut-être influencer les décideurs. Il n'a pas été extradé. Et la deuxième, on voulait qu'il puisse, s'il n'est pas venu ici au Rwanda, qu'il puisse au moins aller en Tanzanie, à Arusha. Mais ils ont décidé que le procès se déroule en Europe, aux Pays-Bas. Donc voilà, ils ont décidé. Donc alors, ce qu'on attend, c'est que on a confiance aux juges, on a confiance au procureur. Donc on va espérer que ça se déroule bien. Voilà. N'avez-vous pas peur que ce procès se déroule lentement? Oui, ça c'est vrai, parce que d'après les informations qu'on a eues, il se pourrait que le procès va se dérouler 2 heures. Ils vont stopper, donc en plusieurs étapes. Donc ça va, à coup sûr, ça va prendre beaucoup de temps. Ça c'est sûr. Mais on ne fait que déplorer ça. On ne fait que déplorer ça, mais tout au moins,
le procès va se dérouler. C'est très important pour nous. La suite de cette édition, l'organisation non gouvernementale Transparency International Rwanda vient de publier les résultats d'une étude menée sur l'état de la corruption basée sur le sexe sur le lieu du travail. Dans cette étude, il a été révélé que plus de 75% des femmes sont confrontées à cette corruption au travail et 25% d'hommes y sont également confrontés. Il a également été démontré que les hommes utilisent plus la corruption que les femmes. Dans cette étude, il a aussi été révélé que la corruption basée sur le genre dans le secteur privé est beaucoup plus élevée que dans les autres secteurs. L'un des responsables de cette organisation revient au micro des Arabiers sur les raisons de cette étude. Je pense qu'effectivement, les mesures de prévenir, de punir aussi, sont encore faibles. Et cela pour un nombre de raisons. Mais d'abord, c'est qu'il est très difficile, extrêmement difficile de trouver des preuves. Et puis, il faut dire que c'est pas l'affaire de beaucoup de personnes. Il y en a qui banalisent ce genre de violence parce qu'ils trouvent que c'est normal. Moi, je pense qu'il faut d'abord des polices et des lois très claires et dans tous les secteurs. On ne peut pas dire que parce qu'on est dans le secteur privé, et la loi ne vous regarde pas, ne vous concerne pas comme tel. Non, parce que déjà vous êtes dans le secteur privé, c'est vrai. Vous êtes un opérateur économique, c'est vrai. Mais vos partenaires, vos bénéficiaires, ce sont des citoyens de ce pays qui doivent être protégés par leur gouvernement. Moi, je trouve que c'est le minimum qu'on puisse faire. Et puis, il faut aussi qu'on revienne un peu à nos valeurs traditionnelles liées à notre culture. Normalement, l'intégrité, ça devrait vraiment faire partie de notre quotidien. Alors, il ne faut pas quand même... Il faut pas que les gens pensent que la corruption, toute forme de corruption d'abord, mais aussi et surtout celle-là liée au sexe, c'est vraiment humiliant, c'est dégradant. Le jour où tout le monde comprendra cela, je pense qu'on va être éradiquer ou du moins diminuer sensiblement les chiffres que nous avons vus tout à l'heure. Et puis les habitants de la province de Cabo Delgado au Mozambique, notamment dans la ville de Palma, sont reconnaissants aux forces rwandaises de défense en mission de maintien de la paix dans cette région qui les ont aidés à rentrer chez eux et à reconstruire leur vie. Le point avec Kassim Youssouf. Vers 13h heure mozambicaine, sous un soleil léger, des garçons, des filles, des hommes et femmes, tout comme des personnes plus âgées, sont rassemblés à la rive de l'océan Indien pour différentes activités commerciales, signe de paix et de quiétude dans cette région qui fut le quartier général des terroristes en province de Cabo Delgado. Les affaires avaient été sérieusement affectées parce que tous les investisseurs s'étaient enfouis et les acheteurs de poissons étaient partis. Ceux qui venaient de Nankula, des hommes d'affaires chinois qui venaient acheter du poisson ici et d'autres en provenance de la Tanzanie, tous étaient partis craignant les terroristes. Il n'y a pas que les affaires qui ont repris, mais aussi des loisirs et un match de football a été organisé entre les locaux et les agents de défense et de l'ordre rwandais en poste dans la province. Nous remercions Dieu de pouvoir à nouveau jouer au football, car cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas livrés à des activités récréatives comme celle-ci après avoir fui nos maisons. Nous sommes heureux d'être de retour et remercions Dieu et le Rwanda pour cela. Les forces de sécurité rwandaises ont remporté le match sur le score d'1-0, but marqué par le caporal Nyobongiro Blaise, et les supporters se sont précipités sur le terrain pour exprimer la joie et le bonheur pour cette victoire des forces rwandaises de défense
avec lesquels ils ont un pacte très solide. L'ennemi les avait obligés de fuir et maintenant ils sont épanouis. Non seulement les citoyens et le bien-être en général, de nombreuses infrastructures ont également été sérieusement endommagées pendant la période où la province n'avait pas de paix, y compris la centrale électrique qui fournit de l'électricité à 5 districts de Cabo Delgado. Cette province est voisine de celle d'Mtwara en Tanzanie et les marchands tanzaniens qui font du commerce transfrontalier sont revenus. Ils mènent leurs activités dans la sérénité grâce à la sécurité retrouvée par l'intermédiaire des forces rwandaises de défense. Sisi katika Msumbiji sana hizi districts. Cela nous a vraiment fait mal et j'ai tout perdu. Maintenant, je dois repartir de zéro. Vous savez que notre commerce exige que les routes soient en sécurité et si vous ne pouvez pas vous déplacer, cela signifie qu'il n'y a pas de commerce. Notre activité consistait à faire traverser des marchandises depuis la Tanzanie vers le Mozambique par cette route. À l'aéroport de Musimboa d'Apraia en province de Cabo Delgado, l'ordre a également été rétabli et il n'y a pas longtemps, on y trouvait des choses qui montraient que cette place a été le théâtre de violents combats. Maintenant, tout est revenu à la normale en partant notamment du climat qui y règne et la réhabilitation des infrastructures. Les responsables des organes des médias sur le continent africain et en Europe estiment qu'il est temps de promouvoir l'usage de la technologie pour mieux répondre aux exigences du moment. Réunis à Kigali pendant 2 jours, ces responsables examinent ensemble comment les médias devraient accomplir leur mission avec des moyens à leur disposition. Le détail avec Jean Damascène Manchim. La conférence Next TV CEO Africa qui se tient à Kigali rassemble les divers acteurs des organes des médias, des entreprises de télécommunications et d'autres parties prenantes clés dans le but d'explorer les opportunités et de relever les défis auxquels l'industrie est confrontée. Certains de ces acteurs soulignent que la numérisation des opérations est l'un des moyens de faciliter le développement durable du secteur des médias. Je pense que les médias traditionnels continueront d'exister et serviront toujours de support à ces nouveautés occasionnées par la technologie. Nous savons qu'un grand nombre de notre audience recourt largement aux réseaux sociaux. Nous en sommes bien conscients et nous ne pouvons pas y échapper. Nous devons au contraire voir comment travailler mieux en renforçant davantage ces moyens nouveaux. C'est une excellente opportunité qui peut nous permettre d'élargir notre audience, de faire la publicité de nos programmes et d'accroître ainsi notre audience. L'on déplore par ailleurs certains obstacles à l'utilisation de la technologie dans le développement des médias. Se concentrer sur l'innovation de manière à numériser la prestation des services et à tirer parti de la technologie pour atteindre le public est l'un des éléments considérés comme catalyseurs du développement durable dans cette industrie. La plupart des gens s'informent par les moyens technologiques nouveaux, comme les téléphones portables. C'est la réalité. Nous devons nous préparer à l'avenir qui sera dominé par la digitalisation et nous devons nous en être conscients. Je pense que ce qui nous manque est de savoir comment exploiter ces moyens tout en tenant compte de la vision à venir. Nous devons chercher à tout prix comment nous servir de ces réseaux. Le plus important étant de les valoriser davantage. Il est très difficile de développer conjointement les 2 moyens au même degré, étant donné les budgets déterminés pour chaque secteur. Je pense qu'il faudrait à court terme ou à long terme utiliser nos ressources avec les moyens technologiques. Nous devons le faire sans nous soucier des conséquences. La plupart des organes des médias ne le comprennent pas alors que c'est important. Nous devons disposer de ces moyens modernes et savoir nous en servir. Si nous voulons atteindre les plus jeunes, nous devons leur accorder une place, car ils sont plus familiers à ces réseaux et en sont bien expérimentés. Je pense qu'il faut changer notre façon de travailler.
it's not only the way you get out the content, it's also the way you produce the content. Cette conférence de Next Vicio Africa qui se tient au Rwanda est dans sa 7e édition. Les organes en charge des investissements entre le Rwanda et l'Ouganda admettent que les échanges commerciaux entre les deux pays prennent de l'élan après le retour à la normale et trouvent qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts pour ramener la valeur de l'investissement entre les deux pays là où il était avant la pandémie de Covid-19. Le détail avec Kassim Issouf. Les praticiens du commerce transfrontalier entre le Rwanda et l'Ouganda indiquent qu'il est en train de revenir à la normale, même s'il y a encore des choses à améliorer. En tant que commerçants, nous estimons que les choses vont bon train car si on remplit toutes les conditions requises, telles que les déclarations en douane, on paye les taxes et on reçoit les marchandises, mais la plupart des produits ne nécessitent pas des taxes car ils utilisent le COMESA. Les taxes sont encore élevées, mais si elles sont réduites sur certains produits, cela nous encouragera à faire plus. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Ngabitsinze Jean Chrysostome, indique que le nombre des personnes demandant l'autorisation de faire du commerce transfrontalier est en augmentation, ce qui explique que les échanges entre les deux pays sont en pleine croissance. Il y a le sucre qui est également beaucoup demandé et différents produits, notamment de l'alcool entre les deux pays, et c'est juste le peu que je mentionne, mais ils sont nombreux. Si aujourd'hui on considère ce que nous fournissons à l'Ouganda comparativement à nos marchés, ce n'est pas égal parce que nos produits comme le café et des fruits et légumes sont exportés vers le Congo ou d'autres pays et tout cela de manière informelle, franchit la frontière, mais surtout des produits agro-pastoraux. Le commissaire général de l'Office rwandais des recettes, Bizimana Pascal Ruganinwari, fait toutefois remarquer que la pandémie de Covid-19 a ralenti les échanges et le commerce entre les deux pays. Les relations entre les deux pays continuent à s'améliorer et les choses se déroulent normalement malgré le fait qu'à ce stade, les deux parties doivent être encouragées à suivre les procédures correctes. Jusqu'à présent, cependant, les choses se sont déroulées conformément à la législation est-africaine qui a mis en place ce qu'on appelle tarifs extérieurs communs. Selon le commissaire général de l'Office rwandais des recettes, depuis que les échanges entre les deux pays ont été restaurés, le Rwanda a exporté vers l'Ouganda des produits d'une valeur de 400 millions de dollars et l'Ouganda a exporté vers le Rwanda des produits équivalents à 15 milliards de dollars. La suite de ce journal, ce mardi, s'est tenue à Kigali, un forum de partenaires sur le sida et le handicap. L'agenda couvrait principalement les réalisations irrelatives ainsi que les défis qui sont toujours identifiés dans l'intégration des personnes en situation de handicap dans le programme de lutte contre le sida. C'est un forum annuel qui rassemble les associations et les partenaires du programme de lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise, surtout les personnes en situation de handicap, où la décentralisation des services de soins de santé chez ces personnes était une priorité dans ce forum. Après que certaines parmi les personnes en situation de handicap aient exprimé leurs défis quotidiens, Kalangwa Francis, le secrétaire exécutif de l'association des personnes en situation de handicap, est revenu sur le fait que différentes institutions devraient mettre en place des services adaptés à tout le monde, y compris et surtout adaptés aux personnes en situation de handicap, conformément aux directives et mesures fixées par le gouvernement. Le chef du département en charge de la lutte contre le VIH-Sida au Centre biomédical du Rwanda, le docteur Basili Kuzo, a souligné qu'il y aura une formation pour ceux qui fournissent ces services de soins de santé afin qu'il y ait un octroi de services d'une manière appréciable pour tous, mais particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Selon une étude faite et dont les résultats ont été présentés à ce forum, des partenaires sur le sida et le handicap, 7% des personnes en situation de handicap
handicap sont infectés par le VIH-Sida et apprécient le fait que près de 1000 personnes opérant dans le secteur sanitaire, un peu partout au Rwanda, ont été formées spécialement pour accompagner les personnes en situation de handicap. De nombreux observateurs estiment que le fait que la femme s'occupe seule pendant longtemps de travaux domestiques, cette situation peut être à l'origine des conflits conjugaux. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille indique que le partage des travaux domestiques entre conjoints est bénéfique, même si c'est un processus qui prendra du temps. Les explications avec Kassim Youssouf. Certains hommes et femmes admettent que même s'ils ont la bonne volonté de partager les travaux domestiques, la culture rwandaise demeure un obstacle à cette entraide. C'est difficile à mettre en œuvre parce que les ménages dont les conjoints ne sont pas instruits s'accrochent à la culture, notamment la plus ancienne, et disent que l'homme qui prend une raclette pour nettoyer la maison a été ensorcelé par sa femme. Les choses changent après le mariage et on finit par ne plus faire certaines choses auxquelles on était habitué en tant que célibataire. Par exemple, j'ai une fois décidé de faire la vaisselle et ma femme a été horrifiée, inquiète de ce qu'allaient dire les voisins. Alors maintenant, je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire dans la maison. Ils disent en outre que si ces travaux sont réservés à la femme seule, cette situation peut entraîner des conflits conjugaux. Le nettoyage de la maison, la cuisson, s'occuper des enfants, tout cela concerne la femme. Vous finissez par être mentalement et physiquement épuisé à tel point que vous êtes incapable de subvenir aux besoins de votre mari et cela crée des conflits à la maison. La femme est très fatiguée et le soir, quand le mari rentre à la maison et veut avoir des relations intimes, il ne comprendra pas comment sa femme peut être si fatiguée et refuse de reconnaître le travail que la femme a accompli. Afin de changer les mentalités visant la collaboration, l'organisation Action Aid Rwanda organise des débats sur l'entraide entre les femmes et les hommes dans les travaux domestiques connus en tant que travaux de soins non rémunérés. L'organisation Action Aid Rwanda indique que cette entraide est possible chez tous les conjoints, mais qu'il y a de l'espoir pour le chemin encore à faire. Ce ne sont pas seulement les adultes, même les enfants à la maison ne sont pas autorisés à faire certaines choses en fonction de leur sexe. Tout découle des perceptions et de tels rôles ont toujours été généralement acceptés par les deux sexes. Nous avons donc du pain sur la planche. Quoi qu'il en soit, nous avons constaté des résultats positifs parmi les familles en zone rurale qui ont bénéficié d'une formation. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille estime que l'entraide entre hommes et femmes est bénéfique pour tout le monde. Les différentes activités que nous réalisons pour le changement de cette mentalité sont faites dans l'intérêt des hommes et des femmes. Il ne fait aucun doute que ce sera un processus long, mais nous les Rwandais sommes convaincus que cela peut être fait. Les statistiques de l'Institut national des statistiques révèlent qu'au Rwanda, une femme passe au moins 4 heures par jour dans des activités non rémunérées, alors que les hommes ne sont concernés que pendant 2 heures. Ce mardi, une délégation en provenance du ministère chargé de la paix en Éthiopie et au Rwanda pour apprendre sur le pas franchi par les Rwandais en matière d'unité et de réconciliation. Elle a visité les groupes modèles d'unité et de réconciliation dans la région de Bugesera. Les détails avec Amandine Ndikumasabo. Le partage de témoignages au cours des discussions entre les personnes de la région de Bugesera qui ont perdu leurs proches et celles qui ont participé au génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 a servi à la délégation en provenance du ministère chargé de la paix en Éthiopie d'un bon exemple pour la reconstruction de la paix et de l'unité.
C'est très bien de partager une expérience avec les autres en utilisant les exemples précis. Ils peuvent à leur tour établir des groupes en considérant les parties qui sont en conflit. Il serait juste question de trouver un endroit ou bien de bonnes activités dont ils se serviraient pour transmettre ce qu'ils ont appris. Comme ici au Rwanda, il y a plusieurs exemples précis qui entrent dans le cadre de l'unité et la réconciliation. Le divisionnisme a un grand impact négatif, non seulement sur la population, mais aussi sur le pays en général, sur la surface terrestre, alors que tout le monde en a besoin. Le retour à la case départ après cette destruction est pratiquement chose impossible, alors tout acte de divisionnisme devrait être découragé pour qu'il y ait un pays caractérisé par l'amour et la paix. Mahor Margaret, chargé des opérations à Interpeace Rwanda, s'exprime à ce propos. Les gens qui autrefois ne permettaient pas que leurs chemins se croisent s'entraident actuellement et leurs enfants se marient ou bien encore deviennent des parrains et marraines au baptême respectif de leurs enfants. Tous ces groupes leur permettent de s'asseoir ensemble pour parler de ce qui les avait séparés afin de l'éviter pour l'avenir. Imanishimwe Yvette, chargée du bien-être social en district de Bugesera, apprécie le niveau de l'unité et la réconciliation que la population de cette localité a atteint. Tout dépend du premier pas. Le fait de se parler était à la base comme un miracle et par la suite, le partage des projets de développement en général, mais surtout personnel, a été un bon indicateur que nous sommes sur un bon chemin de l'unité et la réconciliation. Asma Redi, qui représente la délégation en provenance de l'Éthiopie, partage son point de vue à propos de cette expérience au Rwanda. Nous avons beaucoup appris sur l'histoire du Rwanda et les belles expériences de l'unité et la réconciliation. Nous avons également vu que la guérison des blessures intérieures est possible, c'est-à-dire que l'administration et le peuple rwandais ont bien choisi de respecter un avenir meilleur et d'y préparer les jeunes. J'apprécie beaucoup le Rwanda car c'est un bon exemple pour l'Afrique et le monde entier. Il est prévu que ce groupe visite diverses autres activités liées au développement national et à l'unité qui existent depuis après le génocide perpétré contre les Tutsis en Rwanda en 1994. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.